D'accord. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on peut finalement démarrer. Attendez, il y a des gens qui... Ah, il y a des gens qui arrivent. On était dans un... D'accord. Donc, on va essayer de faire progressivement, de ne pas trop avancer en attendant 2 ou 3 minutes. Mais je réitère mes excuses pour le contretemps. C'est dû au délai, à un mail de l'administration qui n'était pas très clair sur la date. Donc, c'était entre la semaine numéro 20 et le 20 mai. Moi, j'ai cru que c'était le 20 mai et c'était ce qui est écrit. Donc, c'était à cause de ça. Et l'année prochaine, on leur rappellera quand vous viendrez. Voilà, c'est ça. Vous dites oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est la même chose. Non, mais là, c'est plus explicite. Voilà. Non, là, c'est plus explicite parce qu'ils ont écrit le 20 mai. Ben, on va pouvoir commencer. Donc, c'est un sujet qui n'est pas vraiment un sujet d'actualité, au cœur de l'actualité, mais qui a trait à l'actualité, au fond. Comme vous pouvez le savoir, on en parlait tout à l'heure, c'est l'interaction civilisationnelle. C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui, aussi bien dans le monde arabe, on verra aussi pour cette appellation, et qu'en Occident. Donc, l'année dernière, ça tombe bien parce qu'il y a quelques semaines, j'ai travaillé sur... j'ai préparé une émission. C'est une émission pour Al Jazeera Arabique. Malheureusement, elle ne se diffuse pas en anglais. Sur les livres controversés ou bien les livres les plus influents. Et j'ai travaillé sur la théorie de Samuel Huntington. Le choc des civilisations. Et comme vous en doutez, c'est plein de lacunes et c'est plein de pertinence aussi. Et je pense que nous sommes dans ces interventions, nous sommes au cœur du sujet. Pourquoi ? Parce que Samuel Huntington, donc, il a étalé sa thèse ou bien sa théorie le lendemain de la chute du mur de Berlin. Donc, pour dire que l'alternative aux idéologies de la guerre froide, c'est les civilisations. Donc, les guerres, dorénavant, seront des guerres entre civilisations. Donc, cette approche de Huntington, pourquoi il dit que la civilisation musulmane et la civilisation islamique et la civilisation occidentale, donc il a énuméré les civilisations selon une définition X, qui est controversée, bien entendu, mais ce qui nous intéresse dans ces interventions, c'est la relation entre l'occidentale et la musulmane. Donc pour lui, il y a une opposition. Autrement dit, et comme le dit un certain nombre de diplomates, plus clairement que Huntington, et parmi ces diplomates, le chevronné Roland Dumas, avec qui j'ai discuté justement, on s'est entretenu sur ce sujet il y a quelques années, et qui me dit clairement que la démocratie ne va pas... les sociétés arabo-musulmanes ne sont pas démocratisables. Donc ça ne sert à rien. Si vous parlez de démocratie dans le monde arabe, vous vous en faites des révoltés, et c'est ce qui se passe dans ce qui a été appelé le printemps arabe. Donc cette approche culturaliste, selon laquelle donc, il y a un conflit entre deux populations, entre deux sociétés, parce que les valeurs occidentales ne peuvent pas être exportées dans le monde arabe. Donc pourquoi on est dans le vif du sujet? Pourquoi? Parce que ce que nous allons voir, la pensée arabe contemporaine et l'Occident, elle présente un modèle de ces essais de la pensée arabe à s'occidentaliser, ou bien à se moderniser. Voilà, en fait, donc, durant ces 4 interventions, nous allons étudier ce modèle, ou bien cette expérience. Évidemment, on ne parle pas des sociétés, on ne parle pas des régimes, on ne parle pas des systèmes, on parle de l'élite intellectuelle qui a essayé de présenter chacun de son point de vue une certaine modernisation. Et vous vous en doutez, automatiquement, il y a une partie fondamentaliste qui dit, tiens, on ne veut pas s'occidentaliser, on veut revenir 14 siècles en arrière, et bien s'attacher aux fondements, ou bien ce qu'ils considèrent comme fondement de l'islam. Donc voilà pour ces interventions. Dans un premier temps, nous allons parler, on ne va pas historiciser
complètement, mais on va parler de l'émergence, c'est-à-dire le début de cette influence occidentale sur la pensée arabe. Et après, on va étudier quelques exemples qui ont marqué ou bien qui ont influencé le monde arabe durant le XXe siècle. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on va parler du XIXe siècle, donc le bouillonnement qui a été créé, et après c'est le XXe siècle avec quelques modèles. Donc je pense, cette thématique, je l'ai déjà, j'arrive à reconnaître certains d'entre vous qui étaient là. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai évoqué cette thématique avec Mohamed Harkoun, l'islamologue de la Sorbonne, Mohamed Abid El-Jabiri, l'islamologie appliquée d'Harkoun. Donc on verra ces modèles dans les prochaines interventions. Donc cette fois-ci, on sera un peu plus panoramique dans notre approche. C'est une manière aussi de présenter le sujet. Donc avant tout, comme je reconnais certains d'entre vous, donc je reconnais aussi, ça me vient aussi à l'esprit certaines oppositions ou bien certaines remarques qu'on me fait avant qu'on commence, c'est-à-dire déjà sur le titre « Pensée arabe contemporaine ». Qui est arabe? Quand on parle du monde arabe, qu'est-ce qu'on entend par arabe? Donc on va clarifier cette nuance déjà avant de commencer, parce que au fond c'est un peu compliqué. Et pourquoi avoir choisi en fait ce titre? Donc arabe en France, donc on va traiter toutes ces thématiques telles qu'elles sont vues depuis la France. Donc comme ça on se retrouve dans certains repères que vous maîtrisez déjà. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Donc, pour le titre, pourquoi arabe? Donc, il y a un volet historique dans les écrits français. En fait, ça, on oublie souvent de le souligner, malheureusement. C'est que le monde arabe, ou bien les Arabes en termes politiques ou diplomatiques, n'apparaissent pas avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est jusqu'au lendemain de la Grande Guerre qu'on commence à parler du monde arabe et des Arabes, en fait, dans l'appellation politique. Et c'était quand exactement et pourquoi? C'était le lendemain de la Première Guerre mondiale, dans la conférence de la paix, lorsque les Égyptiens avaient une promesse. Les Égyptiens étaient sous le protectorat des Britanniques depuis 1882-84, et ils avaient une promesse des Britanniques, comme la plupart des pays colonisés de surcroît. Après la guerre, donc si on arrive à vaincre les autres, on va vous libérer. Voilà en fait la promesse qui a été lancée par les Britanniques aux Égyptiens. Donc, en 1919, les Égyptiens demandent aux Britanniques de tenir leurs promesses. Et ils ont constitué une délégation qui viendra à Paris, normalement qui devait venir à Paris pour assister à la conférence de la paix et présenter les revendications de la population égyptienne. Donc, à la dernière minute, les Britanniques refusent. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, les autres, on s'étalera sur ça parce que c'est l'une des sources de la laïcité au sens institutionnel du terme. C'était ce refus britannique parce qu'ils ont rassemblé toutes les nuances politiques et idéologiques parce qu'ils se battaient pour la décolonisation. Et quand ils ont refusé, donc cette délégation même a créé un parti politique en 1919 qui s'appelle le Parti de la délégation, Al-Wafd en arabe. Donc c'était le premier parti politique laïque dans le monde arabe. On s'étalera sur ça quand on parlera du XXe siècle, mais là aujourd'hui, ils ont refusé, et pourtant, ils ont refusé la présence de la délégation égyptienne, et pourtant, l'émir Faisal Hachimite, le fils du gouverneur de la Mecque à l'époque pour les Ottomans, était présent lors de la conférence de la paix, était présenté comme délégué, représentation de la délégation des Arabes. Et les Égyptiens demandaient pourquoi. En fait, il n'y a pas de délégation des Arabes, il y a une délégation de Hijaz, c'est-à-dire l'Arabie saoudite actuelle. Donc l'émir Faisal représentait ses siens. Donc jusqu'à cette époque-là, quand on dit les Arabes, c'était le Hijaz. Donc après, quand on parle du monde arabe, donc on s'étale sur l'Afrique du Nord.
Et de là, justement, parmi les critères de cette appellation arabe, c'est le critère généalogique. Donc on a trois ou quatre critères. Le premier, c'est le critère généalogique. Donc il est arabe, celui qui est ressortissant, ou bien qui a un ancêtre ou plusieurs ancêtres issus de l'Arabie Saoudite. Donc là, c'est le critère généalogique. Le critère linguistique, il est arabe, celui qui parle la langue arabe, donc ce qu'on appelle aujourd'hui arabophone. Et la troisième, c'est politique. Donc vous dites le monde arabe, c'est-à-dire les pays de la Ligue arabe, qui sont 22. Et à chacune de ces applications, chacun de ces critères, il y a des défauts. Par exemple, la Ligue arabe, vous avez les îles Comores, par exemple, qui ne sont pas arabophones. Et qui sont, quand on vous dit le monde, la Ligue des pays arabes, donc on inclut automatiquement les îles Comores. Donc ce que nous allons faire, nous, aujourd'hui, c'est que ni politique, ni généalogique, donc on va utiliser une notion géographique. Donc, quand on dit pensée arabe, parce que parmi les intellectuels, justement, Mohamed Harkoun, dont on a parlé tout à l'heure, parmi les intellectuels, il est kabyle, donc il n'est pas arabophone. Donc, on n'utilisera aucun de ces critères pour n'écarter personne. Donc, on utilisera l'appellation géographique, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, excepté la Turquie et l'Iran. Donc, on ne parle pas de la Turquie et de l'Iran, on ne parle pas de tous les pays musulmans, on parle que des pays arabo-islamiques, ou bien arabo-musulmans. Donc, voilà, c'est la pensée arabo-musulmane qu'on va évoquer. Donc, on inclut automatiquement les arabophones et arabo-musulmans, ceux qui ne sont pas arabophones, comme les berbères, les amazirs, et les Kurdes, par exemple, qui font partie de cette région, sont ni turcs ni perses, mais qui sont inclus dans le monde arabe. Donc, on va parler de la pensée arabo-islamique ou bien arabo-musulmane contemporaine. Et pour faire le raccourci, donc, on évoquera la pensée arabe contemporaine. Oui. La Ligue des pays arabes existe depuis quand? La Ligue des pays arabes. La Ligue des pays arabes. Oui. Telle qu'on la connaît actuellement. Telle qu'on la connaît actuellement. Moi, je parle de notre type. Depuis quand Oui, existe-t-elle? le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, oui. les pays ont acquis leur indépendance. Oui. Oui. Voilà, donc ça n'existe pas depuis toujours. Ouais. Donc, et ces alliances régionales ont succédé. Le Conseil de la coopération du Golfe, etc. Ils sont venus après. Donc, quand j'ai évoqué tout à l'heure le volet historique, c'était par rapport à l'appellation française. Donc, pour la pensée arabe, on va, comme vous le savez très bien, donc la culture arabo-islamique. Donc, on ne va pas aller plus loin. On commence les révélations islamiques. Donc, tout le monde, on a ravagé tout ça dans l'islamologie classique. Et puis, il y a les Omeyyades qui ont succédé, les 4 califes qui ont succédé au prophète de l'islam, Mohammed. Et puis, les Omeyyades qui sont venus jusqu'en Andalousie. Et puis, les Abbasides, etc. Et puis, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui a régné pendant 5 à 6 siècles dans la région. Donc, c'était jusqu'au Maroc. Le Maroc n'était pas... Donc, ils ont pris jusqu'en Algérie. Excepté le Maroc. Le Maroc était alors une puissance, bien s'allier avec les Espagnols, donc on peut le considérer comme ça. Et l'Asie et le sud de l'Europe. Donc toute la région qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe était sous le règne des Ottomans. Pourquoi on fait référence à ce détail politique? Parce que le dogmatisme religieux qui a régné dans le monde arabe depuis des siècles était bien incarné par l'Empire ottoman. Donc cette région était sur le plan intellectuel restée figée pendant des siècles. Donc c'est bien qu'on ait évoqué les Omeyyades, c'était l'âge d'or de l'islam. Donc ces interactions civilisationnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'est toujours fait une idée sur ces interactions à travers toute l'histoire sur des points de contact. Donc les Omeyyades jusqu'en Andalousie, c'était un point de contact. Les croisades du Moyen-Âge, on en parlait tout à l'heure, c'était un autre point de contact. Et depuis l'époque grecque aussi, avait des points de contact via le commerce qui ont impacté le monde arabo-musulman exactement. Et après sont venues les traductions et tous les autres éléments. Mais il y a toujours
si vous voulez, dans ces points de contact, un facteur déterminant qui est la guerre. Donc il y a la guerre, c'est la destruction, c'est parfois des crimes de guerre, mais il y a aussi cette influence intellectuelle, civilisationnelle, idéologique. Donc pour l'Empire ottoman, il est resté figé pendant des siècles jusqu'à 1798. Donc 1798, point clé dans l'histoire de l'Empire ottoman. Pourquoi? C'était la campagne de Napoléon. Donc avant 1798, c'était stable, un empire immense. Son économie étant basée essentiellement sur le commerce et l'agriculture. Mais à partir du 19e siècle, on commence à voir l'émergence de l'industrialisation de l'Occident. Et donc l'Empire ottoman commence à se sentir dépassé. Mais juste avant ce détail de 1798, il y avait un autre détail très important. C'est celui de la Révolution française en 1789. Et ça, en fait, on oublie souvent de parler de ça. Et c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est en France, mais c'est très important parce qu'à cette époque-là, il y avait des relations très étroites entre les Ottomans et les Français. Et c'était Sélim III. Sélim III qui a repris le pouvoir. Non. Sélim III qui a repris le pouvoir. Sélim III qui a repris le pouvoir en 1789 et qu'on appelle aujourd'hui le sultan réformiste. C'est le symbole de la réforme dans la Turquie actuelle et dans l'histoire de l'Empire ottoman. Donc, comme d'habitude, je vais essayer d'écrire les noms qui sont prononcés en arabe. Donc, Sélim III, en 1789, il a envoyé une expédition discrète en France pour se former sur le plan militaire et pour acquérir les techniques modernes dans la gestion des affaires militaires dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait des petites révoltes des janissaires. Donc ça, c'était passé dans... ça a commencé à partir du XVIIe siècle, mais s'est accentué à partir du XIXe siècle, la révolution des janissaires. Vous voyez, dans l'Empire ottoman. Donc en 1792, son émissaire revient avec un rapport. Et avec ce rapport, le Sélim III va enclencher un certain nombre de réformes, que ce soit sur le plan militaire ou que ce soit sur le plan juridique. Donc les réformes n'étaient pas acceptées par les ulémas, les savants. Les ulémas dans le monde arabo-musulman ont toujours constitué une vraie force de lobbying. Donc Sélim III disparaît, donc il était assassiné. C'était en 1789 son règne. C'est-à-dire, mais après 1789, donc 1792, elle commence la réforme. Donc viendra entre-temps, avant son assassinat, la campagne napoléonienne de 1798. Donc l'Empire ottoman qui était gouverné depuis Constantinople et qui avait des gouverneurs un peu partout dans son empire, y inclus dans le monde arabe, a commencé déjà à réfléchir, à entamer des réformes. Donc 1798, qu'on considère toujours comme point clé début des réformes avec la campagne de Napoléon, ne l'est pas, mais en fait c'est une idée, ne l'est pas vraiment, mais c'est une idée reçue, c'est une vérité médiatique qui a été instaurée dans le monde arabe. Mais la réalité, c'est que ça a commencé en 1789, avec Sélim III. Qu'est-ce qui se passe en 1798? Napoléon arrive en Égypte et il s'empare de l'Égypte pendant 3 ans. Il la quitte en 1801. Donc l'Égypte, vous pouvez lire les chroniques de Al-Jabarti. Ça c'est très important. Il s'appelle Abdelrahman Al-Jabarti, mais si vous mettez Al-Jabarti, vous allez le retrouver tout de suite. Pourquoi? Al-Jabarti est très important parce qu'il évoque les détails du quotidien en Égypte après la campagne de Napoléon en 1798.
Donc comment les femmes commencent à s'habiller, comment on commence à s'être influencées par les Occidentaux, qu'est-ce qui se passe? Donc les réformes qu'on évoquait à l'époque déjà, les pratiques, les rituels, le tempérament. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Égypte entre 1798 et 1801. Après, quand il a quitté en 1801, donc l'Égypte sont dans une période d'instabilité. En 1804, il y a un homme clé dans l'histoire du monde arabe qu'il est toujours utile de rappeler le nom, Mohamed Ali. Mohamed Ali, en arabe, mais en turc. Là, c'est l'appellation turque qui a été reprise dans les écrits français. Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est lui qui va lancer, quand on parle de l'influence occidentale, c'est Mohamed Ali. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'idée en 1821 d'envoyer une mission scientifique. Donc on n'est plus dans Selim III, dans la discrétion. Donc il envoie une mission scientifique en France, à Marseille. Mais qu'est-ce qui se passe? Mohamed Ali n'était pas discret parce qu'il ne voulait pas que les ulama en Égypte soient au courant de son initiative. Non. Il a plutôt peur que sa délégation soit influencée par l'Occident. Donc je vous envoie pour une mission scientifique et militaire. Donc vous avez une formation à faire à Marseille et revenir. Donc personne ne sort. Donc Marseille ne sera pas vue par cette délégation. Donc vous êtes emprisonné, enfermé dans le lieu de formation, donc vous ne sortez pas. Ironie de l'histoire, la seule personne qui sortait pour rencontrer les gens à Marseille, c'est l'imam de cette délégation, qui n'a rien à voir avec la formation. Il s'appelle Rifat Tahtaoui. Ça c'est entre 1821 et 1826. Rifat Tahtaoui, donc il a rencontré les gens, il a discuté, il a acheté des livres aux bibliothèques, donc il a découvert un autre monde qui n'a rien à voir avec le dogmatisme ottoman des siècles. Qu'est-ce qui se passe? Rifat Tahtaoui, en revenant en 1826, commence à réfléchir. En 1830, il écrit un livre qu'il appelle L'Or de Paris. L'Or de Paris, c'est un livre dans lequel il raconte son expérience en France, mais non seulement il raconte son expérience en France, mais il parle des productions intellectuelles, c'est-à-dire du débat intellectuel qui occupait la scène à l'époque et pendant toute la période. C'est-à-dire, je ne viens pas à Marseille pour parler. Je ne reviens pas de Marseille pour parler de l'actualité Macron, etc., mais je reviens pour parler de Descartes, je reviens pour parler du débat entre la philosophie rationnelle et la philosophie empirique britannique, je reviens pour parler de Thomas Hobbes et de Descartes, donc je viens pour parler de tout ce qui m'a marqué en France. Ce livre de L'Or de Paris, vous allez le voir, c'est un tout petit livre, mais c'est le livre qui a influencé toute l'élite intellectuelle arabo-musulmane du 19e siècle. Ça s'appelle comment ce livre? L'Or de Paris. L'Or de Paris. En arabe, il a une autre... C'est quoi en arabe? Jawhar Baris fi Tarkhis Idris. Donc c'est un peu plus long et ça n'a rien à voir avec la traduction, mais le contenu c'est pareil. Ouais. L'Or de Paris, c'est le livre qui a, si vous voulez résumer tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans ce livre. Parce qu'à partir de ce livre, vous allez voir qu'il y a une délégation qui était, etc. Et tout ce que raconte ce livre va influencer toute l'élite intellectuelle. Le problème qu'on a aujourd'hui, vous me direz quand c'est bon? D'accord. C'est-à-dire par rapport à l'heure. Donc, l'Or de Paris, ouais, merci. Donc, on va faire, si vous voulez, comme d'habitude, on fait 1h15 et puis un petit peu de débat.
1 heure et puis on discute, comme vous voulez. Sinon, vous pouvez m'interpeller à tout moment pour poser des questions. Donc, l'ordre de Paris va impacter, ou bien va influencer tous les intellectuels arabes ou arabo-musulmans de l'époque. Comment? Parce que Rifat Tahtawi, il n'a pas écrit ce livre, il a dit c'est bon, je vous ai raconté mon histoire, donc c'est à vous de faire le reste. Non? Il a créé une école de traduction. Vous voyez que la traduction a toujours joué un rôle très important dans cette interaction civilisationnelle. Donc il crée, c'est avec le soutien de Mohamed Ali toujours. Donc c'est pourquoi on considère que Mohamed Ali est le père des réformistes dans l'Égypte moderne. Donc lors de Paris, il crée une école de traduction, donc il commence à traduire les œuvres de... C'est vrai que la traduction n'était pas, en fait ça on le verra à la fin du 19e siècle, avec les écrits par exemple de Capital de Karl Marx. Le Capital de Karl Marx, donc ce n'est pas Rifat Tahtawi, donc la fin du 19e siècle, il a été traduit politiquement. Pourquoi? Parce que c'était le sérail ottoman qui s'occupait de la traduction, et automatiquement, elle n'acceptera pas qu'on propage et qu'on diffuse des idées révolutionnaires. Donc, c'était très politique. Ça, il faut le retenir parce que, en fait, cette mauvaise traduction, ou bien cette traduction ottomane, surtout de l'héritage marxiste et socialiste, et il continue à circuler aujourd'hui dans le monde arabe, dans certaines régions, et ce n'est pas la bonne traduction. L'essentiel, c'est que Rifat Tahtawi a pris cette initiative et donc se lance un grand débat en Égypte, mais aussi au Liban, en Syrie. On ne parle pas encore de la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Pourquoi? Pourtant, quand on parle de 1798 de Napoléon, il y a 1830 en Algérie. Donc les Français s'emparent de l'Algérie en 1830, mais on n'a pas eu un processus pareil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de réformistes en Algérie comme Mohamed Ali. Il y avait un processus, mais qui se passait sur le plan religieux, etc. Mais pourquoi? C'est parce que, d'une part, vous avez la politique éducative coloniale française, avec toute sa particularité dans les pays comme l'Algérie. Donc on n'accepte pas la scolarisation jusqu'au début du XXe siècle, et c'est pour la classe moyenne, pour l'élite, etc. Donc il y a ce premier paramètre. Il y a le deuxième, c'est celui, en Égypte, on était sous protectorat britannique, donc ce n'était pas de la colonisation. Mais, donc c'est surtout cette, il y a une nuance pour certains, c'est protectorat britannique ou bien colonisation britannique ou colonisation française, il y a des nuances. On peut toujours parler de ça, et je pense que j'en ai déjà parlé l'autre fois. Même au sein de la France coloniale, vous avez plusieurs écoles. Vous avez l'école de Lyautey qui prend en considération les particularités culturelles locales des indigènes, des populations indigènes. Vous avez l'école de Gouraud qui est plutôt éradicatrice et qui ne prend pas en considération. Donc ça, c'est des nuances. Oui, Gouraud, oui. Et Gouraud, c'était un élève de Lyautey, pourtant. Gouraud, ouais. Ouais, le Gouraud, il a fait ses armes au Maroc, je pense, avec Lyautey. Donc il a combattu au Rif, au nord du Maroc, avant de partir en Syrie en 1920. Il est plutôt connu pour sa phrase Saladin, réveille-toi, nous sommes de retour, etc. Donc, et après, il est revenu au Maroc. Donc, Gouraud, parce qu'il a géré la Syrie et le Liban, qu'on a su qu'il est plutôt dans une éradication. Lui, avec Robert Dequet, etc. Voilà, donc, là, c'est des nuances. Mais le plus important à retenir, pourquoi l'Algérie n'a pas eu une expérience comme celle de l'Égypte et le Moyen-Orient, c'est pas... Et, si vous voulez, jusqu'à nos jours, le Moyen-Orient continue d'influencer le Maghreb en ce qui est production intellectuelle. On verra plus tard, quand on évoquera le cas de Mohamed Abid el-Jabiri, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour lui, il y a une rupture épistémologique entre le Moyen-Orient, ou bien le Mashrek, l'Orient, et le Maghreb, en ce qui est philosophie, dans les travaux intellectuels. Et il revient jusqu'à l'époque d'Averroès.
Ibn Tufayl, etc., il dit que Avicenne pour l'Orient a une approche plutôt néo-platonienne, et pour Mohamed Abid et pour Averroès, etc., ils sont plutôt rationnels. Ils sont plutôt... Donc ça, c'est des nuances qu'on verra quand on parlera plus explicitement des travaux du XXe siècle. Là, c'est plus avancé. Donc là, aujourd'hui, je suis en train d'anticiper toute abstraction par rapport à l'Algérie et le Maghreb. Donc on est encore dans le Moyen-Orient. Ce qui va se passer, c'est que à partir de ce moment-là, avec tous les débats qu'il y a eu, vont émerger les différents courants qui constituent la scène intellectuelle actuelle dans le monde arabe. Donc, on va commencer par le premier. Le premier, c'est le courant laïque. Le courant laïque, donc il est plutôt... Le courant laïque, il est plutôt... Où est-ce qu'ils ont mis... Voilà, on refait le son. Sur la table. C'est quoi? Oui, parfait. Merci. Les années se suivent et se ressemblent. Hein. Donc, on commence par le courant laïque. Si vous permettez, on va étaler les différents courants qui émergent. Et dans les prochaines interventions, donc on prendra un modèle de chaque courant et on l'étudiera, c'est-à-dire celui qui l'a marqué le plus, et on l'étudiera dans les 3 interventions. Donc, on commence par le courant laïque. Pour le courant laïque, on va retenir Comment vous écrivez courant? Laïque? laïque. Je pensais à Vous êtes au pays de la laïcité. Donc, il est impossible de se tromper sur ce. Le courant laïque, il a été initié par ceux qu'on appelle en France, et là c'est un vocabulaire français, les chrétiens d'Orient. Ah oui, laïque, voilà. Donc, en féminin, on met le culon. Ouais. Donc, il a été initié par ceux qu'on appelle en France les chrétiens d'Orient, les maronites, au Liban, en Syrie. Je vais vous donner quelques noms, en fait, qui ont... Ouais. Là, ce que j'ai écrit, c'est Al-Muqtataf. Là, c'est la première revue scientifique dans le monde arabe. C'est une revue, oui. Donc, vous avez 2 noms. Al-Muqtataf, c'était en 1876. Et vous avez la deuxième, c'est Al-Hilal. Al-Hilal en 1892. Donc, vous avez toute une équipe d'intellectuels qui traitent des thématiques sur ces revues qui sont vendues partout dans le monde arabe. Donc, on commence à voir cette diffusion d'idées. Donc, Al-Muqtataf et Al-Hilal, on évoque quoi sur Al-Muqtataf et Al-Hilal? Parmi les noms, on retient Boutros Al-Boustani, par exemple. On retient la famille Marash, voilà. Donc, Francis Marash et Marianne Marash, sa sœur. Marianne Marash, c'est la première femme arabe à écrire dans la presse. Marianne Marash, c'est la sœur de Francis Marash, c'est une famille d'intellectuels. Vous allez voir Salama Moussa, par exemple, donc c'est toute une équipe qui traitait quoi? Elle traitait donc le positivisme, c'est ici, Auguste Comte, pardon, j'ai cru que c'était une question. Donc le positivisme d'Auguste Comte, le darwinisme, on parle pour la première fois dans le monde arabe du darwinisme. Donc quand vous êtes, après des siècles de dogmatisme religieux, et on arrive à briser ce tabou, il parlait du darwinisme, donc il y a tout un changement qui se fait. Donc vous avez le darwinisme, vous avez des idées de gauche, le marxisme, Saint-Simon,
vous avez vous avez notre voisin, Pierre-Joseph Proudhon, les anarchistes aussi. Oui. Donc c'était Al-Muqtataf al-Hilal et un certain nombre de revues qui apparaîtront par la suite. Donc sur le plan, donc on ne se contente pas du darwinisme, etc., mais on commence aussi à avoir des slogans politiques. Pourquoi j'ai dit laïque? Parce qu'on commence à prôner les droits des minorités, on commence à prôner, à revendiquer le pluralisme, à revendiquer la démocratie pour tous. Tout ça, c'est nouveau. On va voir comment ça va impacter le plan juridico-politique, politico-juridique. Donc là, c'est le premier courant, laïque. On va passer au deuxième courant. Voilà donc celui qui s'apparente sur la même ligne dans l'autre côté. Donc on va prendre les réformistes. Les réformistes, on les appelle les salafistes réformistes, mais plutôt les réformistes islamistes, comme vous voulez. C'est bien que j'ai commencé par le Hilal al-Muqtataf et le darwinisme et le positivisme. Pourquoi? Parce que les trois initiateurs de ce courant étaient réfugiés à Paris. Donc le premier, c'est Gamal Din Afghani. Gamal Din Afghani, ou bien en arabe on dit parfois Jamal Din Afghani. C'est dans les réformistes ou les réformistes. Jamal Din Afghani, donc il a fui les Ottomans, il s'est installé à Paris. Il y a un deuxième qui s'appelle Mohamed Abdou. Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, si vous voulez, en fait, Jamal Din Afghani est disciple de Mohamed Abdou. Mohamed Abdou. Le troisième, c'est Rachid Reda. Par exemple, on peut retenir que les deux, Jamal Din Afghani et Mohamed Abdou. Ils s'installent à Paris. Et là, c'est le rôle double de la France, qui a toujours été joué par la France. Donc, la France coloniale s'est emparée des territoires. Il a attaqué tout le monde, et pourtant, il abrite encore les réfugiés et les opposants des autres régimes qui viennent. Donc, c'est aussi un territoire d'accueil. Donc, on sait très bien, en fait, il y a une société civile très forte, mais il y a des courants politiques qui réussissent quand même à influencer les décideurs politiques, mais c'est un rôle double qui a été joué par la France, et c'est-à-dire on ne peut pas se passer de ce commentaire-là, surtout quand on parle de Jamal Din Afghani, à cette époque-là. Donc à Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé une revue qui s'appelle Al-Urwa Al-Wuthqa. Je vais écrire son nom, comme ça vous la retenez. A-L-U-R-W-A. C'est très important à retenir parce que si vous voulez, il y a un débat. Al-Urwa Al-Wuthqa. Donc c'est UTCA. Il y a un débat très important qui a été lancé sur cette revue. Donc Al-Urwa Al-Wuthqa, c'était en 1884. Juste quelques mois après la parution, quand j'ai travaillé sur ce documentaire en 2014, je cherchais le siège en fait d'Al-Urwa Al-Wuthqa. Je trouvais que c'était actuellement un bar. Donc malheureusement, oui, je ne vais pas. Al-Urwa Al-Wuthqa. Donc Al-Urwa Al-Wuthqa, il a été lancé en 1884. Quelques mois après, il suscite un débat très important. Très très important. Jusqu'à nos jours, ce débat, vous pouvez, en fait, pourquoi je l'ai écrit, comme ça vous pouvez revenir sur ce débat qui a eu lieu entre qui? Gamal Din Afghani et un précurseur du positivisme français, qui est aussi considéré orientaliste, Ernest Renan. C'est un débat très important. Je ne dis pas ça pour le mettre en valeur, mais pourquoi c'est important. Ernest Renan, en mars 1884, donne une conférence à la Sorbonne. Et parmi les idées qu'il a étalées dans la conférence, il dit que l'islam s'oppose aux sciences, structurellement.
par définition, par défaut. Donc, vous savez, un positiviste, la philosophie positiviste, donc on ne peut pas s'étonner en fait, ces propos. Pour un positiviste, c'est un scientiste, donc vous ne pouvez pas me parler de métaphysique et etc. Alors que vous êtes en plein positivisme. Automatiquement, Jamal Din Afghani lui réplique le lendemain, ou bien 2 jours plus tard, sur Al-Rawa al-Wutra, en arabe, parce qu'il était en arabe, il était publié en arabe, et sur le journal des débats politiques. C'était une revue qu'on a pris en France. Le journal des débats, vous avez toujours les archives sur la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez trouver tous les numéros du journal des débats. Et les débats à l'époque étaient très importants. Il inclut celui-là, en fait, vous allez le retrouver. Je pense qu'il y a certains. En fait, je vais vous dire comment le retrouver. Donc, Jamal Din Afghani, quand il réplique, il lui dit j'ai beaucoup de respect pour vous, je suis toujours vos travaux. Comme c'est un orientaliste très connu dans le monde arabe aussi, Ernest Renan, il lui réplique que ce n'est pas l'islam qui s'oppose aux sciences, c'est une certaine lecture dogmatique de l'islam qui s'oppose aux sciences. Et c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Et ce sont les exemples que vous avez évoqués aujourd'hui, et à travers toute l'histoire du dogmatisme. Donc, qu'est-ce qu'on... 4 ou 5 jours plus tard, je pense, vous avez la réplique de Ernest Renan qui lui dit que, voilà, là il évoque une autre nuance, je pense que ça a plus trait aux préjugés de certains orientalistes. Il lui dit que je ne suis pas étonné de lire des propos aussi progressistes chez Jamal Din Afghani parce qu'il est plutôt d'origine non arabe. Donc vous avez une certaine lecture progressiste, etc. L'essentiel, c'est que quand vous allez mettre débat Renan-Afghani, vous allez avoir l'intervention de Renan, la réplique de Afghani, et vous allez avoir en fait tout ça. Pourquoi je cite cet exemple? Pourquoi? Parce que c'est au cœur de cette influence, et parce que tout cela, c'est le fruit de tout cela. En fait, Jamal Din Afghani n'aurait pas répliqué à Ernest Renan s'il n'y avait pas ces idées qui étaient répandues dans le monde arabe. Donc on commence à parler du darwinisme, etc. Et donc, dans sa réplique, il dit réplique aux sécularistes Radd al-Dahriyin en arabe. Donc, vous avez ce courant réformiste qui publie cette revue à Paris. Qu'est-ce qu'il prône? Il prône l'ijtihad en arabe, donc c'est une nouvelle lecture des textes sacrés. Ijtihad. Quand on a parlé j'ai fait ça en fait 2 ou 3 conférences l'année dernière ou l'année d'avant sur les écoles juridiques dans l'islam, etc. Donc on parlait de l'ijtihad parce qu'il y a des courants qui... Voilà. Et pour lui, l'ijtihad, ce n'est pas nouveau. L'ijtihad, ce n'est pas nouveau dans la terminologie. Ce n'est pas nouveau dans la terminologie salafiste, que ce soit réformiste ou traditionnel, ça a toujours existé. En fait, c'est l'une des sources de législation dans l'islam, dans toutes les écoles juridiques pratiquement, mis à part certains fondamentalistes. Mais il l'évoque pour dire ihya al-ijtihad. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire renaître l'ijtihad. Donc, on va faire une lecture des textes sacrés de manière à ce qu'elles puissent se moderniser. Voilà en fait ce qu'ils évoquent, ce qu'ils prennent dans le courant réformiste de Mohamed Abdou. Donc une certaine modernisation, mais à l'intérieur du système. Donc on n'est pas dans l'exportation des idées, on n'est pas dans l'occidentalisation de l'héritage culturel, mais une nouvelle lecture en se servant des outils théoriques, juridiques, etc., musulmans à 100%, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences religieuses. Donc voilà pour les réformistes, c'est le deuxième courant. Et le débat, en fait, le débat entre les deux, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Rachid Reda,
Rachid Reda. Donc j'ai cité 3. Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Reda. Hassan el-Benna, le fondateur des Frères musulmans en 1928, est disciple de Rachid Reda. Donc si vous voulez, les Frères musulmans sont disciples de ce courant. On peut toujours, voilà. L'islam politique dans le monde arabe aujourd'hui, donc tous les mouvements islamistes, on peut considérer qu'ils sont issus. C'est-à-dire, certains vont s'opposer à ce genre de... Mais vous êtes dans la même optique. Même les frères musulmans, ils refusent parfois qu'on les classe dans. Mais Rachid Reda, Hassan Benna est disciple de Rachid Reda. Donc, le débat entre les deux, donc on a parlé de l'institutionnalisation du débat. Donc, la conséquence du deuxième, donc on tombe sur 1928 avec les frères musulmans. Et pour le courant laïque, le premier, donc j'ai parlé du parti El-Wafd, la partie de la délégation de 1929. Donc c'est la conséquence, c'est l'aboutissement de toute cette évolution du courant laïque des chrétiens d'Orient. Et vous avez un troisième courant, c'est le courant de gauche, qui était très fort à la fin du 19e siècle dans le monde arabe, et aussi bien au début du XXe siècle, jusqu'à la chute du mur du Berlin. Donc la gauche existe toujours, elle a toujours son poids, mais il a eu des points socles, quoi. Donc ils étaient les marxistes, mais ils étaient plutôt actifs dans les mouvements ouvriers dans un premier temps, parce qu'ils collaboraient avec les mouvements ouvriers français et britanniques. À la fin du 19e siècle, quand l'agriculture, l'industrie britannique commence à s'installer en Égypte, l'industrie française commence à s'installer en Algérie, au Maroc aussi. Donc il y a des mouvements, il y a des ouvriers français, des ouvriers britanniques dans le monde arabe qui créent des syndicats, donc qui ont des collègues indigènes avec lesquels ils collaborent. Et il ne faut pas nier en fait que ces idées de gauche ont beaucoup participé à la décolonisation. C'est bon, merci. À la décolonisation du monde arabe. Donc cette collaboration entre les courants de gauche, français, britanniques, avec les courants de gauche indigènes issus du 19e siècle, ont beaucoup participé à la décolonisation. Récemment, vous avez entendu parler de cette reconnaissance d'Emmanuel Macron pour Maurice Audin en Algérie. Voilà, Maurice Audin est un exemple, je pense, qui illustre le plus ce profil type dont je parle, des gauches, des socialistes occidentaux qui se sont installés dans le monde arabe et qui ont diffusé ces idées de gauche. Donc vous avez Maurice Audin, vous avez un certain nombre. Vous avez au Maroc, par exemple, on a un grand nombre de gauchistes. Paul Pascan, par exemple, on considère que c'est le père de la sociologie marocaine qui est dans cette optique. Donc vous avez les courants de gauche qu'on peut considérer, c'est-à-dire qu'on peut les classer avec le courant laïque, mais on aime bien faire la nuance eu égard du contexte géopolitique de la France, de l'époque, et du monde au début du XXe siècle. Pourquoi? Parce que ces mouvements de gauche, comme j'ai dit, vont jouer un rôle très important dans la décolonisation. Ils vont s'allier avec les islamistes et avec tous les autres courants pour combattre les forces, les puissances internationales. Et après, vous avez, par exemple, en Égypte, juste après l'indépendance, donc Jamal Abdel Nasser, qui est figure emblématique de gauche, donc va rompre avec les alliés d'hier. Donc ça, c'est une autre histoire d'ordre politique. Vous êtes parti du courant marxiste, lui, Nasser? Socialiste, qui a un courant qu'on appelle aujourd'hui le nasserisme. Les nasseristes aujourd'hui dans le monde arabe, c'est un courant de gauche qui ont ces idées de Nasser par rapport à la Oumma, etc. La nuance, en fait, entre les socialistes et les laïcs, donc j'ai parlé tout à l'heure du courant laïque sans évoquer aucune appartenance idéologique quelconque, mais parce que vous pouvez retrouver parmi ces gens-là, laïcs, des islamistes aussi.
là je vais m'arrêter sur un exemple. En 1900, dans les années 30, je ne retiens pas l'année plus exactement, mais vous avez Ali Abdelrazak. Donc on va se débarrasser de tout ça aujourd'hui pour qu'on ait plus de temps pour les autres. Ali Abdelrazak, c'est l'un des fruits en fait de ce débat au début du XXe siècle, je pense les années 30. Il était juge à Al-Azhar en Égypte, juge à Al-Azhar qui a fait sa thèse à Oxford. En revenant, il revient avec des idées occidentales. Pensée arabe contemporaine et l'Occident. Il écrit un livre qui s'appelle L'Islam et les fondements du pouvoir. C'est un petit livre, 128 pages, qui a suscité une controverse à l'époque, et il a été diabolisé dans la presse. Il n'y a pas eu de procès, mais il a été beaucoup diabolisé dans la presse. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'islam ne s'oppose pas à la laïcité, au sécularisme. L'islam a toujours été séculariste. L'État dans l'islam, on n'a pas de notion de l'État religieux. Depuis le prophète, on n'a eu que des États civils. Voilà en fait l'idée, la thèse de Ali Abdelrazak dans son livre. Donc si vous voulez, Ali Abdelrazak, il représente quoi? Il représente l'aboutissement de cette influence entre les deux courants dont on a parlé. Donc vous avez certains qui tirent vers le côté séculariste, vous avez d'autres qui tirent vers le côté fondamentaliste. Donc ce troisième courant, si vous voulez, on ne va pas trop l'évoquer, c'est les fondamentalistes qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est les djihadistes qui prônent la violence, etc. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a? On a un courant laïque qui revendique le pouvoir, la démocratie pour tous, le pouvoir pour tous, le droit des minorités, le pluralisme. On a un courant socialiste qui prône les idées de gauche et qui revendique aussi, en fait on va le voir au début du XXe siècle, les idées de ce qu'on appelle le nationalisme arabe, ou plus, pour certains péjoratifs, le panarabisme. Donc, c'est issu de ce socialisme. Donc, ils prennent quoi? Une nation arabe unie. Et vous avez les réformistes musulmans qui vont engendrer des mouvements islamistes qui prennent quoi? Ils prennent la Ummah. Donc, vous avez pour les socialistes, ou les panarabistes, ou les nationalistes arabes, la nation, et pour les islamistes, vous avez la Ummah, c'est-à-dire dans un sens, la nation dans un sens plus large, qui, en fait, vous n'avez pas que la société, que le monde arabe, mais le monde islamique tout entier. Donc pour les islamistes, c'est ce qu'on appelle le califat aujourd'hui. Quand on dit le califat, c'est ce qu'on entend par le califat, cette idée de la Ummah avec un calife. Aujourd'hui, on assiste à une certaine banalisation de l'islam politique parce que ces idées fondatrices, on ne les a plus dans les mouvements islamistes d'aujourd'hui. Pas tous. Donc vous avez ces trois courants essentiels qui vont avec le troisième qui est le courant fondamentaliste, qui vont se lancer dans une bataille d'idées pendant 2 siècles pour arriver à ce que l'on a aujourd'hui. Et lors de ces batailles, vous allez avoir en fait 2 ou 3 idées pour qu'on termine avec ça. Ce n'est pas en marge de cette bataille, mais c'est au cœur de cette bataille, de l'influence occidentale. Qu'est-ce qu'on a? On va parler de... On parlait tout à l'heure de Selim III. Selim III, Mohamed Ali, qui envoie cette émission et qui revient. Donc en parallèle avec toute cette influence intellectuelle, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a politico-juridique, une influence. Laquelle, en fait, c'est que Mohamed Ali, il lance en 1839, voilà, 1839, ce qu'on appelle les tanzimat. On me reproche souvent de ne pas évoquer ce volet politique, donc je vais on va essayer de le ravager cette fois-ci, comme ça on a fait tout
On a tout fait par rapport à cette influence occidentale. Les tanzimat, pour les Turcs, c'est un terme arabe qui veut dire tanzim. Tanzim, c'est-à-dire l'organisation, mais c'est des réformes qui ont été lancées en 1839 par Mohammed Ali, juste après l'expédition de 1821-1826, dans laquelle, donc ces réformes, qu'est-ce qu'ils prônent? Donc on n'avait pas d'État dans le sens moderne du terme. Dans l'Empire ottoman, vous avez un sultan et des gouverneurs un peu partout et des ulémas. Donc aujourd'hui, on se lance dans une modernisation de l'État. Donc on va réformer le code de la famille, on va créer la constitution. La première constitution dans l'histoire du monde arabe sera créée en 18, donc je fais ça pour l'aboutissement, en 1876. Donc le débat, les réformes se lancent en 1839. Donc donc vous avez un parlement aux années 60, mais la première constitution est élaborée officiellement en 1876. Donc la réforme du code de la famille, etc. Donc toutes ces réformes, la modernisation de l'État, dans le sens actuel du terme, on peut l'annoncer officiellement en 1876. Vous avez encore l'occidentalisation de la scolarité. Donc, on commence à avoir pour la première fois des écoles, dans le sens, donc, mis à part les écoles traditionnelles qu'on a toujours eues, donc des écoles dans le sens moderne du terme. Et ça, on l'a refusé. Pourquoi je vous ai fait tout à l'heure allusion à Al-Jabarti, les chroniques d'Al-Jabarti? L'une des choses qui suscitait l'émoi des Égyptiens en 1798, c'était l'occidentalisation de la scolarité. On n'accepte pas d'être dans une classe des garçons et des filles. Donc l'habillement, etc. Donc on va avoir ceci aux années 50 dans l'Empire ottoman. Donc ces réformes seront lancées, les tanzimat, en parallèle avec quoi? Toujours dans la scolarité, vous allez avoir la première université occidentale dans le monde arabe, ou bien la première université moderne. Pourtant, la première université, on sait toujours que c'est Al-Qarawiyyin, à Fès, au Maroc. Donc ça, c'est dans les universités traditionnelles. Mais là, la première université occidentale, ou bien dans le sens moderne du terme, c'était l'université américaine du Caire en 1866. Donc, je pense que c'est une date très importante à retenir. Elle s'appelait à l'époque le Syrian Protestant College. Après, ce sera l'université américaine de Beyrouth qu'on connaît aujourd'hui. Comment elle a été créée? C'était un rabbin, c'était un missionnaire, américain, qui s'appelle Daniel Bliss. C'était à Beyrouth. À Beyrouth, oui. Donc, il a eu l'idée aux années 60. Donc, il est parti aux États-Unis pour avoir des fonds. Et il a réussi à le faire. Donc, on a construit la première université en 1866. Et vous allez avoir une deuxième au Caire, l'université américaine du Caire. Ça existe toujours aujourd'hui, peut-être pour les deux. En 1819. En fait, si vous voulez, ce sont des dates clés. 1819. 1919, pardon. Donc la première c'était à Beyrouth, pardon. À Beyrouth, oui. Ça? À Beyrouth, oui. À Beyrouth, en 1866, Daniel Bliss. Elle s'appelait à l'époque Syrian Protestant College. En fait, après, on fait référence très peu à cette appellation. Parce qu'elle est plus connue sous le... Donc, vous avez en 1919 l'université du Caire. Donc, vous avez vu que tout ce processus qui a commencé officiellement en 1789 a abouti. Donc, si vous faites en 1789 et 1866 ou bien 1876, vous avez... Voilà. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très important, en fait, quand je parlais tout à l'heure du choc des civilisations. Quand on voit, en moins d'un siècle, on a pu faire beaucoup de choses.
Bon, on a pu faire beaucoup de choses pour certains et pour d'autres, on a détruit beaucoup de choses. Hein. Vous en doutez. C'est-à-dire que cette idée de modernisation n'est pas impossible. Ceci concernant les influences. Est-ce que vous avez des questions? Vous pourriez revenir sur la Oumma, parce que franchement, le concept est un peu... Élément? La Oumma. La Oumma, d'accord. Le concept de la Oumma, très judicieux comme question en fait, parce que j'ai survolé tout à l'heure au début un certain nombre d'idées que je devais présenter pour mieux contextualiser le sujet. La Oumma, ce n'est pas... vous avez en 634, donc les premiers califes, 634, etc. Donc on a déjà vu ça en détail. Après, il y a les Omeyyades. Les Omeyyades qui viennent et qui continuent leur conquête. Donc ce terme de conquête est très controversé dans le monde arabe, mais historiquement, on ne peut pas l'appeler autrement. Donc les Omeyyades, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé une Oumma avec un calife. Donc on part de l'idée selon laquelle toutes les terres du monde sont musulmanes, ils nous appartiennent, donc à nous de les occuper et de faire convertir tout le monde à l'islam et de gouverner la terre. Voilà, en fait, c'est ça l'idée du califat et de la Oumma. Donc, en se servant de quoi? En se servant de djihad. Le djihad, c'est la guerre sainte. C'était ça le concept traditionnel. C'était ça qui faisait bouger, ou bien c'était l'idée qui agitait les Omeyyades à l'époque, et les Abbasides après. Omeyyades, et juste après c'est les Abbasides. Donc vous avez des dynasties. Omeyyade, ça vient de Omeya. Omeya, c'est la tribu de Banu Omeya. En fait, ça, on l'a vu dans l'islamologie classique. Les Abbasides, ils sont venus juste après, avec la même idée. Donc, après, il y aura des guerres, il y aura des fractions qui vont apparaître au fil des années, et donc jusqu'à l'apparition de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, il a entretenu cette idée de Oumma avec un calife qui n'est autre que le sultan. C'est pourquoi, en fait, cette idée de s'emparer du sud d'Europe, et puis dans l'Asie, etc. Alors, les islamistes ont toujours, donc, ils ont entretenu ce discours avec un grain de modernisation. Voilà, en fait, ce qui s'est passé. Ils ont entretenu ce discours. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure la banalisation de l'islam politique? Parce que les idées de djihad aujourd'hui n'existent pas. Chez la plupart des mouvements islamistes qu'on connaît, les frères musulmans par exemple, ils ont laissé tomber, entre guillemets, un certain nombre de principes fondateurs. Voilà en fait pour la Oumma, donc on part sur ce principe-là que je viens d'évoquer. Et les islamistes, donc quand ils ont lancé même leurs réformes, ils ont toujours eu cette idée de réunir tous les musulmans sous l'égide du califat. Et en contrepartie, les socialistes, la gauche, a entretenu l'idée de la nation. L'idée de la nation chez la gauche nationaliste arabe, elle n'est pas basée sur le califat, elle est basée sur la guerre, le conflit arabo-israélien. Donc il faut qu'on constitue un front pour combattre les Israéliens parce qu'ils s'emparent de quoi? Ils s'emparent pas de la Palestine, d'un autre territoire. Donc on passe aujourd'hui du conflit arabo-israélien au conflit israélo-palestinien.
Donc là, c'est l'un des enjeux, si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure la banalisation de... Vous pouvez, en fait, ces idées, si vous pouvez... Vous connaissez Georges Corn? Georges Corn. Georges Corn, en fait, quand il critique ces nouveaux... Georges Corn, un Libanais, qui était ministre, mais c'est l'un des intellectuels les plus respectés et les plus engagés. Il était conseiller du régime algérien aussi pendant plusieurs années, en tant qu'économiste, mais qui théorise sur le plan idéologique et intellectuel. Il a des écrits très répandus et très sérieux. Ses travaux sont vraiment... Moi, personnellement, je trouve que c'est rigoureux et que c'est objectif. Georges Corn, quand il parle des mouvements socialistes, dont on vient de parler, il dit que c'est banalisé parce que le local l'a emporté sur le national. Donc Hamas aujourd'hui, en Palestine, donc Hamas se bat pour Hamas. Hezbollah se bat pour Hezbollah. Donc on n'a plus cette idée de la Ummah chez Hezbollah pour les islamistes, on n'a pas cette idée de la nation chez les autres. Donc voilà pour les nationalistes. Donc j'ai dit que c'est le conflit arabo-israélien. Et après la défaite de 1967, donc on va voir ce qu'un autre Libanais, Georges Tarabichi, quand j'ai travaillé sur le documentaire des accords Sykes-Picot, c'était l'un des invités que j'avais programmé de rencontrer. Il est très bien. Mais le malheur, c'est qu'on devait se voir cette semaine, par exemple, c'était mercredi, et c'était la semaine où il était mort. Ouais. Georges Tarabichi, il parle de ce qu'on appelle le traumatisme des intellectuels arabes. Le traumatisme des intellectuels arabes, c'est juste après 1967. Parce qu'avant 1967, ils étaient tous stimulés. Donc on théorisait, c'est l'union, on constitue l'Égypte et la Syrie, par exemple. Vous avez toujours cette union qui a duré plusieurs années. Et on rêvait que ça soit dans tous les autres, que ça intégrera tous les autres pays. Après, en 1967, on découvre que cette union est impossible. Et voilà, donc pour les raisons qu'on connaît tous. Vous avez une autre question? Parce que je pense que c'est... Pour un quart d'heure. D'accord, donc on aura 2 ou 3 questions, sinon je continue. Oui. J'avais assisté il y a quelques années à une conférence sur justement la tentative, alors c'était appelé Renaissance, entre guillemets, de l'islam à la fin du 19e siècle, donc, et qui avait échoué dans la mesure où effectivement c'est disons pour aller vite, les frères musulmans qui sont sortis du mouvement progressiste, enfin, ou réformiste, et finalement la Renaissance, ça s'est traduit par un retour aux origines, en quelque sorte. C'était le schéma qui avait été proposé, et je pense que vous connaissez le nom, si je ne me trompe pas, la Nahda. La Nahda, en fait, c'était ma conférence, je pense. Peut-être bien. Oui, ouais, c'était ma conférence, en 2015, la Nahda. J'ai appelé ça, oui. Je ne crois pas que c'était votre conférence, parce que c'était un autre, c'était pas dans le cadre de l'université ouverte. D'accord, donc, mais j'ai parlé de ça aussi. Ça n'a pas d'importance. Ah oui, d'accord. Le déclic, vous avez parlé aussi un jour. La Nahda. La Nahda, oui. Conférence de déclic. Voilà, c'est ça. J'ai parlé en fait de la Nahda, la Renaissance. En fait, je n'ai pas utilisé le terme aujourd'hui, parce que, en fait, je vais vous dire pourquoi. Mais tout ce qu'on a dit aujourd'hui, Boutros el-Boustani, Salama Moussa, tous les noms, Mohamed Abdou, etc., sont des intellectuels de la Nahda. Tous ces gens-là avaient comme idée de renouveler, de moderniser. Et ils ont exporté cette appellation de la Nahda qu'on met toujours aujourd'hui, jusqu'à nos jours, on la met entre guillemets, même en arabe. Pourquoi? Parce que ça n'a pas abouti, premièrement, et parce qu'on n'a pas... Là, justement, le point clé de ces interventions, c'est que
si vous voulez vous faire un schéma sur ce qu'on va tout dire dans ces 4 semaines, c'est que, au début, vous étiez dans un dogmatisme. Donc vous avez cette pierre qui a été jetée et qui a fait bouger de l'eau. Vous avez le débat dont on a parlé. Donc on commence à entendre parler du darwinisme, marxisme, etc. Après, qu'est-ce qui va se passer donc avec le modèle qu'on va voir? C'est qu'il y aura une nouvelle génération d'intellectuels, chercheurs, qui vont prôner l'utilisation des méthodes, des méthodologies des sciences sociales occidentales pour moderniser l'héritage culturel musulman. Certains même vont jusqu'à, on va parler de Nasr Abou Zaid par exemple, qui va jusqu'à utiliser les notions de la linguistique structuraliste et la sémiotique pour la lecture du Coran, ce qui n'a pas été accepté du tout par les fondamentalistes. Donc, vous avez un premier pas, entendre parler, comprendre, et jusqu'au XXe siècle, vous allez voir les premiers chercheurs qui vont commencer à utiliser les outils occidentaux pour travailler sur l'héritage. Alors que la Nahda, la Renaissance, dans le sens occidental du terme, c'est que vous avez des intellectuels, des penseurs, des philosophes qui ont des outils, qui ont créé leurs outils théoriques pour travailler sur les textes et travailler sur les héritages. Donc on est dans le préliminaire d'une renaissance. C'est pourquoi en fait je n'ai pas utilisé le terme. On n'est pas encore dans le... Vous allez voir tout ça, par exemple, j'ai parlé de Mohamed Abed el-Jabiri. Mohamed Abed el-Jabiri aujourd'hui dans le monde arabe, il est décédé en 2010 et il a écrit des milliers de pages. Il avait comme projet ce qu'on appelle la critique de la raison arabe. Pourquoi les Arabes n'arrivent pas, pourquoi l'héritage culturel, ou bien pourquoi ce qu'il appelle héritage, cette appellation d'héritage aussi est controversée, pourquoi on n'arrive pas à suivre? Donc il a travaillé en utilisant 2 concepts essentiellement de Michel Foucault. L'épistémé. L'épistémé chez Michel Foucault, c'est un concept qu'il utilise pour la première fois dans un livre aux années 66, Des mots et des choses. L'épistémé, c'est quoi? L'épistémé, c'est que il y a des choses que tu peux dire aujourd'hui, au XXe siècle, et qui sont correctes, mais au XXIe siècle, si tu les dis, ils ne sont pas corrects. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait un épistémé au XXe siècle qui fait que ce que tu dis est correct. Et cet épistémé, il est dépassé au XXIe siècle. Donc, il travaille sur toute l'histoire des idées, depuis Socrate, depuis l'époque grecque jusqu'à nos jours. Il dit que voilà, il y avait des épistémés. À l'époque de Newton, par exemple, il y avait cet épistémé, après, etc. Donc, cet concept, un seul concept, qui a été forgé par Foucault, a été utilisé par un chercheur arabe. Il a fait des milliers de pages. Donc, si on se sert, par exemple, de tous les concepts philosophiques qui ont été... Je ne sais pas en fait si j'étais clair dans mon idée, mais on doit attendre aussi, si on veut vraiment une renaissance, d'avoir des chercheurs qui forgent leurs concepts à partir de leur contexte culturel, à partir de leur texte. Voilà en fait pourquoi je considère qu'on n'est pas encore dans une renaissance, et je me rappelle dans ma conférence, je l'avais mise entre guillemets, si vous vous rappelez. Voilà en fait pour la Nahda. Donc, et ça n'a pas abouti. Et autre élément essentiel, pourquoi? Même les chercheurs actuels, quand vous leur posez la question, ils disent « Ah, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le cadre de la Nahda. On participe, on contribue. Parce que ça n'a pas duré un siècle et voilà, donc c'est bon, stop. Il y avait une génération qui est partie, c'est bon. Non, on continue, donc les travaux des uns et des autres, les concepts, il y a toujours des gens qui utilisent ces méthodes, par exemple l'anthropologie structuraliste, fonctionnaliste, interprétationniste, pour travailler sur les textes religieux. Ils se présentent comme étant de la Nahda. Mais personnellement, je considère que ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qui se passe, si vous voulez, l'idée de la Nahda, pour la résumer, c'est qu'on va chercher une issue. Donc, on en a assez du dogmatisme, on en a assez de cette situation de blocage, figé. Donc, on doit chercher une issue pour adapter notre idéologie ou bien notre héritage culturel aux valeurs modernes. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. Donc chacun a essayé de le faire à sa manière.
Donc, ceux qu'on va traiter dans les prochaines interventions, pour chacun d'entre eux, on va voir comment il a procédé. On va essayer de diversifier entre les uns et les autres. Si vous permettez. Et une autre? Oui. Quel est le rapport entre ce concept de la Narda et le parti islamiste tunisien qui a le même nom? Ah oui, en fait, ils ont utilisé ça pour leur marketing, quoi. Voilà, c'est du marketing. Mais, en grosso modo, un Nahda, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait partie de ces mouvements islamistes qui sont issus des réformistes salafistes, parce que ce qu'on considère aujourd'hui, c'est que tous les mouvements islamistes dans le monde arabe, quand vous leur posez la question, ils disent on est indépendant des frères musulmans. Certes, ils sont indépendants, donc sur le plan, il n'y a pas de lien structurel, mais idéologique, oui. Donc vous êtes sur la même optique. Donc un Nahda, c'est une version tunisienne des frères musulmans, les frères musulmans de Hassan al-Banna qui est disciple de Rachid Reza, de Gamal Din al-Afghani. Donc on est toujours dans la Nahda au sens islamiste du terme. Là, je pense que c'est bon. C'est difficile? Oui, c'est difficile.